Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 9 juillet 2024 et nous sommes rendus à l'épisode 232 du podcast. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, tout d'abord, je veux revenir sur les données du côté du marché du travail, autant au Canada qu'au Québec. Donc, je veux revenir un peu sur le taux de chômage, le nombre d'emplois et un peu mes projections de ce côté-là. Ensuite, je vais vous donner mon opinion sur la compagnie québécoise Lion Électrique. Donc, autant du côté des actions de Lion Électrique qui sont évidemment cotées en bourse que du côté du financement, c'est-à-dire je vais vous partager mon point de vue par rapport au fait que le gouvernement joue le rôle d'un spéculateur en prenant des risques avec l'argent des contribuables québécois. Donc, c'est un peu les deux sujets de l'épisode d'aujourd'hui. Et pour commencer, vendredi dernier, on a appris que le taux de chômage au Canada il a atteint 6,4% en juin. Et pour la province de Québec, le taux de chômage a augmenté à 5,7%. Donc ça, c'est une hausse de 0,6% d'un mois à l'autre, ce qui est quand même significatif du côté d'une augmentation pour le taux de chômage. Donc au Québec, il y a environ 18 000 emplois qui ont été perdus du mois de mai au mois de juin. Et à noter que pour être considéré au chômage, une personne doit être évidemment sans emploi, mais elle doit également être apte à travailler, donc en mesure de travailler, et elle doit chercher aussi activement un emploi. C'est-à-dire qu'une personne qui ne travaille pas et qui décide d'arrêter de chercher une job, bien, cette personne-là n'est plus considérée dans le calcul du taux de chômage. Donc, autrement dit, ces critères-là font en sorte que la mesure du taux de chômage est constamment en train de sous-évaluer le taux de chômage réel. Donc, à 6,4% pour le taux de chômage au Canada, ça donne l'impression que c'est pas si dramatique que ça, mais dans les faits, il y a beaucoup plus de personnes sans emploi que ce que laisse croire le taux de chômage qui est calculé par Statistique Canada. À l'échelle du pays, selon évidemment leur méthode de calcul, on parle de 1,4 million de chômeurs pour le mois de juin, ce qui représente une hausse de 3,1% par rapport au mois de mai, c'est-à-dire au mois précédent. Encore une fois, le nombre de chômeurs, ça vous donne une perception un peu biaisée de la réalité parce que dans les faits, il y a beaucoup plus de personnes sans emploi. Comme je vous dis, tous ceux qui sont sans emploi, mais qui ont arrêté de chercher une job activement, ne sont pas inclus dans le calcul. Et l'autre aspect qu'on n'entend pas parler beaucoup, c'est au niveau du taux de chômage dans des villes spécifiques, comme par exemple le taux de chômage à Calgary qui est monté à 8,5% en juin. On peut également voir que pour certaines villes en Ontario, le marché du travail est devenu vraiment très précaire. Tu sais, pour la ville de Windsor, ça c'est tout près des frontières américaines, le taux de chômage est le plus élevé au Canada. On parle de 9,1% et à Toronto, on est rendu à 7,8%. Au début de l'année, j'avais anticipé qu'on allait terminer 2024 avec un taux de chômage au-dessus de 7% au Canada. Et là, en date d'aujourd'hui, je suis encore plus convaincu que ça va être le cas. On va passer d'une pénurie de main-d'œuvre à une situation où les employeurs vont recevoir des centaines de candidatures et sur le lot, il va y avoir un paquet de travailleurs surqualifiés qui ne sont pas en mesure de trouver un nouvel emploi qui correspond à leur qualification et à ce moment-là, ces personnes-là, ils vont être prêtes à prendre une job qui est moins payante et ça va nuire énormément aux plus jeunes, c'est ceux qui viennent de sortir de l'école et qui cherchent leur premier emploi parce qu'eux autres, ils vont justement se retrouver en compétition avec d'autres candidats qui ont plus d'expérience, qui ont probablement plus de qualifications et c'est sans compter tout le nombre d'immigrants qui arrivent au pays et qui sont également à la recherche d'un emploi. Tu sais, je vous le dis, les employeurs, ils vont être inondés de CV au courant des 12 prochains mois. D'ailleurs, on peut déjà constater que le taux de chômage est plus élevé du côté de la population active entre 15 et 24 ans. Donc, pour les plus jeunes, on parle d'un taux de chômage de 13,5% au Canada. Et honnêtement, je souhaite bonne chance à n'importe qui se retrouve à la recherche d'un emploi dans les prochains mois, les prochains trimestres à venir. Parce que, comme je vous dis, vous allez devoir compétitionner avec toutes les autres personnes sur le marché du travail, incluant ceux qui viennent de terminer leurs études, les immigrants et également
les travailleurs qui viennent de perdre leur emploi. Il y a eu beaucoup de congédiements, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont fait faillite dernièrement. D'ailleurs, en parlant de ça, je veux vous partager les données du BSF, qui est le bureau du surintendant des faillites. Et au Québec, on parle de 3525 entreprises qui ont déposé un dossier d'insolvabilité entre mai 2023 et mai 2024. Et ça, ce nombre-là, ça représente une hausse de 44% en 12 mois. Et dites-vous qu'au Canada, il y a eu 6100 entreprises qui ont déposé un dossier d'insolvabilité, ce qui veut dire que le Québec représente environ 60% des faillites d'entreprises dans tout le pays. Et si on compare avec les données d'avant la pandémie, c'est-à-dire les données de 2019, on constate une hausse de 68% du nombre d'insolvabilités d'entreprises au Canada. Et le lien entre les entreprises qui font faillite et le taux de chômage, c'est que, évidemment, parmi ces entreprises-là, il y en a qui ont engagé des employés. Et là, ces employés-là se retrouvent maintenant sans emploi. Donc, les insolvabilités, en plus des congédiements de la part de certaines grandes entreprises, tout ça, ça contribue à augmenter le nombre de personnes à la recherche d'une nouvelle job. Sinon, pour le deuxième segment de l'épisode, je veux vous parler de la compagnie Lion Électrique et de tous les millions de dollars qui ont été injectés là-dedans. Premièrement, il faut savoir que Lion Électrique, c'est une entreprise québécoise qui est un constructeur de camions et d'autobus scolaires qui sont 100% électriques. D'ailleurs, l'usine est située à genre 10-15 minutes de chez nous, à Saint-Jérôme dans les Laurentides. Et Lion Électrique, symbole LEV, ça a été introduit en bourse sur la bourse de Toronto et la bourse de New York en 2021. Et en fait, ça résulte de la fusion entre la compagnie québécoise Lion Électrique et Norton Genesis Acquisition, qui est en fait ce qu'on appelle un SPAC, donc SPAC, c'est-à-dire une société d'acquisition à vocation spécifique. Autrement dit, c'est une coquille vide qui sert uniquement à faire l'acquisition d'une autre compagnie. Et dans ce cas-ci, c'est évidemment l'entreprise Lion Électrique. Et pour résumer un peu toutes les aides financières qui ont été faites à Lion Électrique, il faut revenir quelques mois avant son entrée en bourse. Donc en fait, c'était en mars 2021. Lion avait obtenu 100 millions de dollars en prêt de la part du gouvernement du Canada et du Québec. Ensuite, en juillet 2023, le Québec a prêté 98 millions de dollars supplémentaires à Lion Électrique. Et ce qui est cocasse avec ça, c'est que en novembre 2023, donc 4 mois après avoir reçu l'aide financière, Lion Électrique a décidé de licencier 10% de ses effectifs. Et là, récemment, en avril 2024, pour les aider dans leurs difficultés financières, Lion Électrique a obtenu 187 millions de dollars de plus de la part d'Investissement Québec et du Fonds de solidarité FTQ. Et après tout ça, aujourd'hui, si on regarde les plus récents résultats financiers de la compagnie, Lion Électrique annonçait des pertes de 22 millions de dollars au premier trimestre de 2024. Et dites-vous que le même trimestre de l'année précédente, donc en 2023, il avait annoncé des pertes de 16 millions de dollars. Donc visiblement, du côté financier, ça ne s'améliore pas. Et du côté de la bourse, si on regarde les actions canadiennes de Lion Électrique, ils ont commencé à trader sur le TSX, donc la bourse de Toronto. Ils ont commencé le 7 mai 2021 à 22 $ par action. Ensuite, le mois suivant, les actions y ont atteint un sommet à environ 28 $. Et là, en date d'aujourd'hui, les actions de Lion Électrique, ça tourne autour de 1,18 $, soit une chute de 94% en 3 ans. En termes de rendement, ça aurait été difficile de trouver un titre pire que ça. Et dans le podcast, j'avais justement parlé du fort engouement pour les actions dans l'industrie des véhicules électriques, avec entre autres Lion Électrique, mais j'avais aussi abordé les constructeurs chinois comme NIO et XPeng. J'avais expliqué, premièrement, les dangers d'investir là-dedans. Et en fait, j'avais comparé ces titres-là avec la bulle spéculative qui avait eu lieu en 2017 avec les actions dans le secteur du cannabis. On peut penser à Canopy Growth, Aurora,
Exo et compagnie. Donc, pas besoin de vous dire que je suis pas actionnaire d'un constructeur de véhicules électriques ni d'une entreprise dans l'industrie du cannabis. Mais bref, c'est une chose pour un petit investisseur de détail de décider de prendre le risque d'investir son propre argent dans ce type d'entreprise-là. Mais c'est carrément autre chose qu'un gouvernement qui est déficitaire, qui est super endetté, décide de le faire. Dans le sens que, imaginez-vous un gars que ses dépenses sont plus élevées que ses revenus à chaque mois, donc il est dans un budget déficitaire, puis qu'en plus de ça, il est plein de dettes, puis là, il vous arrive avec une idée d'investissement dans une nouvelle industrie révolutionnaire. Tu sais, il me semble que vous seriez plus du genre à dire « Écoute, c'est peut-être pas le meilleur move financier de l'histoire de commencer à spéculer là-dessus. » Et pourtant, c'est ce qu'a fait notre gouvernement en soutenant Lion Électrique. La semaine passée, le gouvernement du Québec annonçait un déficit de 7,5 milliards de dollars. Ça, c'est 1,2 milliard de plus que ce qui avait été prévu par le ministre des Finances. Et de l'autre côté, à peu près à la même journée, Lion Électrique annonçait avoir obtenu 7,5 millions de dollars supplémentaires de la part du ministère de l'Énergie. Et oui, je suis bien conscient que quelques millions par rapport à un déficit de 7,5 milliards, c'est comme une goutte d'eau dans l'océan. Mais ce que je trouve plate là-dedans, c'est que c'est bien facile de prendre des risques avec l'argent des autres. Parce que, tu sais, si jamais ça marche, bravo, le gouvernement, il est super visionnaire. Puis si jamais ça marche pas, bon, ben dans ce cas-là, c'est pas grave, une couple de millions de plus ou de moins, rendu là, ça change rien. Et là, je vous ai parlé de Lion Électrique, mais c'est un peu la même histoire avec la construction de l'usine Northvolt en Montérégie. Tu sais, le gouvernement du Canada et du Québec, ils comptent fournir 7 milliards de dollars à Northvolt. Et pour le Québec, ça nous donne une participation de 5% par le biais d'Investissement Québec. Mais encore une fois, même principe que Lion Électrique, Northvolt, ça reste une entreprise qui est dans une nouvelle industrie. Oui, Northvolt existe depuis 2016, mais tu sais, on parle d'une compagnie suédoise qui est un producteur de batteries électriques. Déjà que l'expansion de l'entreprise, elle me paraît un petit peu trop rapide. C'est difficile à gérer une croissance comme ça. En plus, il y a déjà de plus en plus de retard de livraison de leur côté. Disons que je ne serais pas un investisseur très confiant en regardant les dernières nouvelles à propos de Northvolt. Tu sais, je vous rappelle que voilà un mois, en Europe, Northvolt a perdu un contrat avec le constructeur BMW. En fait, BMW, ils ont annulé une grosse commande de batterie. On parle d'une commande qui valait autour de 3 milliards de dollars canadiens. Donc, dans tous les cas, tu sais, que ça marche ou pas avec Northvolt, c'est pas vraiment ça mon point. Mon point, c'est davantage que c'est pas le rôle du gouvernement de jouer aux spéculateurs avec l'argent des contribuables puis de supporter financièrement des entreprises qui sont non profitables. Surtout si on regarde l'historique des investissements de la part du gouvernement, je pense que ça ne devrait pas être leur mission de jouer au gestionnaire de portefeuille ou de jouer à l'investisseur en essayant de trouver une entreprise qui va être un home run en termes de rendement. Je veux bien qu'ils essayent de supporter les entreprises pour qu'il y ait un développement des nouveaux emplois, tout ça. Mais comme je vous dis, présentement, c'est davantage de la spéculation puis du soutien financier à des entreprises à perte. Donc, à mon avis, surtout considérant l'endettement du gouvernement, le fait qu'il roule dans un budget déficitaire, pour moi, c'est pas la meilleure utilisation des fonds de l'État. Et sur ça, je termine l'épisode d'aujourd'hui. Encore une fois, si vous aimez le contenu, si vous trouvez les informations pertinentes, je vous invite à laisser un 5 étoiles sur Spotify, à laisser un review sur Apple Podcasts ou à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Et on se revoit à ce moment-là mardi prochain pour un autre épisode de Finance 360.